Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion. Si vous souhaitez également me soutenir financièrement, je possède une cagnotte Tipeee, TIP3E, Les Destins Flottants, afin de me permettre de transmettre encore plus d'inspiration. Merci et bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode particulier. Puisque je n'ai pas d'invité, je serai la seule interlocutrice de cet épisode. Donc je souhaite qu'on revienne un petit peu sur les croyances les plus marquantes ou les plus bouleversantes des derniers épisodes, donc des 17 épisodes qui ont été effectués depuis octobre 2021. Et voilà, d'approfondir le sujet de chaque croyance. Donc déjà, un constat général, les croyances sont nécessaires et elles peuvent être positives. Et même si certaines nous limitent, d'autres au contraire nous permettent de déployer nos potentiels. Elles sont nécessaires afin de nous construire et de croire collectivement à des perceptions. Et en fait, elles vont être limitantes et problématiques lorsqu'elles sont empreintes de stéréotypes qui nous enferment. Donc ça peut être sur la vision de la richesse, ça peut être sur la condition des femmes ou la place des hommes. Voilà. Dès qu'il y a un stéréotype derrière une croyance, la croyance va être limitante. Elles sont aussi problématiques lorsqu'elles prennent trop de place. Donc là, c'est même le cas pour une croyance positive. C'est-à-dire, voilà, je suis quelqu'un de très créatif. Oui, mais si je pense que je ne suis que créatif, les moments où je vais moins être créatif, je vais m'en vouloir. Donc le but, c'est pas de supprimer nos croyances, car on aura toujours des croyances, mais de les diluer. Et ça, on l'avait vu avec Camille Griselin. Voilà, donc c'est super important en fait d'embrasser toutes nos croyances et d'aller dialoguer avec elles. Et lorsqu'il y en a une qui prend trop de place, voir ce qui se cache derrière. Souvent, c'est de la peur. Par exemple, de voir les hommes ou les femmes d'une certaine manière. Si ça peut être par exemple, les hommes sont pas fiables ou les femmes changent tout le temps d'avis. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Cette croyance, en fait, elle cache de la peur suite à un événement ou à un traumatisme. Donc le but, c'est vraiment d'aller dialoguer avec cette croyance qui prend beaucoup de place, parce que dès qu'une croyance prend beaucoup de place dans notre vie, on attire à nous c'est la situation. C'est-à-dire, ou même le fait de penser manquer d'argent, on va attirer des situations de manque d'argent. Là, très personnellement, je suis en train de vivre un peu cette période, parce que je retourne au Brésil et donc je n'aurai pas de rentrée d'argent pendant quelques mois. Et je commençais à avoir beaucoup de contrariétés par rapport à l'argent. J'avais même la nuit les dents qui se serraient. Donc ça, quand ça m'arrive, c'est qu'effectivement, il y a une source de stress et que j'ai identifiée comme étant la peur de manquer d'argent. Et comme par hasard, ce mois-ci, mon institut de beauté m'a prélevé 3 fois. Sans raison, c'est une erreur de leur part, sûrement, c'est le logiciel, c'est jamais arrivé. Et ça arrive pile au moment où je me focalise en fait sur cette peur du manque d'argent. Et donc effectivement, j'attire ce manque d'argent à moi. Voilà, c'est en ce sens que les croyances, en fait, elles sont problématiques, c'est quand vraiment elles prennent trop de place. Donc le but, c'est de les diluer. C'est-à-dire, par exemple, je suis à la fois quelqu'un de très bosseur, mais je peux aussi être flemmard de temps en temps. Voire même souvent, et c'est pas un problème. C'est pas parce que j'ai la croyance que je suis flemmard que la croyance d'être bosseur s'annule. Et ça, parfois, c'est un peu compliqué pour les personnes hyperactives quand elles se retrouvent à prendre plaisir à flâner, et là elles se disent attends, moi j'étais quelqu'un de bosseur, je vois pas pourquoi ça m'arrive ça. Mais parce qu'on est un tout en fait. Donc voilà, c'est vraiment ça le but, c'est de se dire qu'on est un tout et que toutes nos croyances sont bienvenues. Donc ça annule aussi une croyance que j'avais moi personnellement sur les croyances, c'est le fait que c'est soit cette croyance ou l'autre. Alors que pas forcément, ça peut être les deux, c'est-à-dire ne pas se croire qu'on n'est pas assez, et l'opposé ce serait de penser qu'on est extraordinaire, et qu'on est tout. Mais en fait ça peut être les deux.
Voilà, le but, c'est pas de dire c'est soit ça ou ça. Non, en fait, on est un tout. Voilà, et ça, on a bien accentué ça avec Camille Griselin. Aussi, certaines croyances limitantes vont parfois avoir l'effet inverse de la limitation. Et ça, je m'en suis aperçue au cours de l'épisode avec Rémi Camus, puisque Rémi, en fait, avant d'être explorateur, donc il était serveur, et notamment, il avait la croyance de ne pas être assez. C'est quelque chose que ses parents lui faisaient ressentir, donc il nous le partage de manière très personnelle et très intime. Et en fait, cette croyance-là l'a mis en mouvement afin de montrer l'inverse. Il dit même un moment dans l'épisode, pour ceux qui l'ont écouté, il dit « Et vous allez voir de quoi je suis capable ». Donc il y a vraiment cette rage, en fait, cette détermination d'aller montrer l'inverse. Et donc le fait de ne pas se sentir assez, finalement, ça l'a mis en mouvement pour reprogrammer cette croyance et pour montrer l'inverse, en fait. Alors, quelque part, on peut se dire, oui, il l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour montrer qu'il était assez, mais en fait, grâce à son cheminement, il l'a fait aussi pour lui parce qu'il a reprogrammé cette croyance dans son inconscient. Et aussi, le chemin qu'a ensuite donc emprunté Rémi, ça lui a permis de trouver sa voie, en fait, celle de l'exploration. Et enfin, sa voie, une de ses voies, parce qu'il aimait aussi être serveur. Voilà, et aussi cette croyance donc du fait de ne pas être assez, dans le cas de Rémi et dans le cas même de d'autres personnes, moi je sais que ça a été mon cas à une certaine époque, cette croyance elle peut nous transmettre une certaine discipline dans notre vie, qui nous permet de nous mettre en mouvement. Car il n'y a rien de mieux que le mouvement pour créer sa vie et remettre en question nos perceptions. Voilà, et donc parfois je me dis que c'est pas par hasard qu'on ait certaines croyances limitantes en fait. C'est peut-être ces croyances-là qui vont nous permettre d'aller à l'inverse de la croyance et donc de cheminer. Voilà, donc ça permet de nous rassurer aussi sur ces croyances limitantes qui peuvent parfois avoir l'effet inverse. Parce que sur quelque chose de très limitant, on va finalement lui donner un autre rôle à cette croyance et ça va nous permettre de vivre des choses. Alors, avec l'épisode donc, de Alex Viseo, j'ai pas mal remis en question la croyance. Alors c'est déjà une croyance que j'avais beaucoup remise en question. Le fait qu'il faille souffrir pour mériter un bonheur, un résultat. Le fait qu'il faille bosser beaucoup d'arrache-pied pour avoir un résultat. Ça c'est quelque chose un petit peu qui vient... Alors si on remonte à la source, quand on est enfant, on nous fait lire des livres où il y a des super-héros qui ont plusieurs obstacles. Et puis, en fait, à la fin du livre, il y a une seule page pour le bonheur et elle est vide. Donc, on a tendance à associer le bonheur comme le vide, comme si il n'y a plus rien à désirer, il n'y a plus rien à faire. Le fait de ne pas avoir d'obstacles, c'est pas excitant, c'est pas épanouissant. Voilà, donc il y a un peu cette croyance-là dans notre société qui a mené au fait qu'on pense qu'on doit souffrir, avoir des obstacles, des embûches, des pierres sur nos chemins pour mériter en fait un bonheur. Pas forcément profiter, mais mériter. Donc avec Alex Viseo, on voit bien tout au cours de l'épisode qu'en fait c'est hyper important de prendre du plaisir dans sa vie, dans son job, et de pas associer le travail à quelque chose qui nous ennuie parce que oui, il faut bien travailler. Non, vraiment de prendre du plaisir et toujours se poser la question du pourquoi on va travailler. Alors, le fameux pourquoi. Ça aussi, c'est une croyance que j'ai remise en question tout au cours des épisodes. Le pourquoi, il n'est pas obligé de faire sens à l'échelle mondiale. Voilà. C'est-à-dire un sens sauver les animaux marins, faire de l'humanitaire. Non, il n'est pas obligé d'avoir un sens global. Il peut juste avoir un sens pour nous. Par exemple, quelqu'un qui travaille en entreprise, qui est manager, lui se lever le matin, c'est de satisfaire ses équipes et voilà, de permettre de répondre aux besoins de ses clients. C'est déjà un pourquoi qui est très fort pour lui et pour les autres. Donc voilà, chacun a son échelle de pourquoi en fait. Ce qui est important, c'est de trouver du sens pour soi et pas du sens global dans la vie en fait. De pas calquer la définition du sens sur tout le monde en fait.
Voilà, donc je reviens bien sur cette notion de plaisir qui est hyper importante. Et donc le fait de travailler d'arrache-pied, non, sans éprouver le plaisir, c'est pas épanouissant. Et donc c'est hyper important voilà, de prendre du plaisir dans sa vie. Et souvent, ça fluidifie d'ailleurs beaucoup de choses. J'ai également remis en question le fait que le chemin, que la vie n'est pas facile, que c'est compliqué, que c'est semé d'embûches. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, je pensais beaucoup qu'il fallait souffrir pour mériter le bonheur et atteindre ses objectifs. Alors qu'en fait, il est possible que les choses soient fluides et faciles si on se l'autorise, si on accepte la facilité des choses, le fait que c'est une vraie croyance limitante de se dire c'est trop facile. Non, c'est pas trop facile, c'est fluide, c'est pas pareil. Et quand c'est fluide, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Ça m'amène également à une autre croyance qui est assez commune dans le développement personnel et en psychologie, qui proclame que nos blessures nous font grandir. Je pense qu'au contraire, nos blessures nous pèsent et que les émotions désagréables qui sont liées à nos blessures doivent être libérées. Parce que nos blessures, elles vont se répercuter dans nos vies quotidiennes avec des schémas mentaux qui vont nous empêcher d'être lucides sur une situation et qui vont nous empêcher d'être épanouis dans la relation aux autres, dans la relation professionnelle. Donc je pense qu'au contraire, nos blessures vraiment sont un poids pour nous qui mérite vraiment d'être libéré. Après, effectivement, les blessures peuvent nous apprendre sur nous-mêmes, mais elles nous apprennent en fait de la gestion, de la purification de ces blessures. Donc il faut bien faire la différence. C'est en ce sens qu'elles sont source d'apprentissage simplement parce qu'elles sont là, en fait. Mais si elles n'étaient pas là, on pourrait apprendre tout autant d'une autre manière. Moi, je pense qu'au contraire, dans ma vie, ce qui m'a fait le plus grandir et évoluer, c'est la joie. Pas le plaisir, mais la joie, vraiment, l'état d'être apaisé et joyeux. Et quand on est dans la joie, en fait, on est dans un état d'esprit tellement positif et attractif qu'on va rencontrer des personnes dans la même vibration. Et donc, des opportunités dans cette vibration vont se manifester à nous directement. Et c'est en ce sens que je pense que vraiment la joie, c'est une source d'évolution qui est fulgurante en fait. Elle est beaucoup plus rapide que nos blessures. J'ai aussi remis en question la notion de la persévérance, que dans la vie, il faut être persévérant, coûte que coûte. J'ai l'impression que la persévérance, c'est une forme de résistance face au courant de la vie et que ça prend énormément d'énergie. Et je dirais que alors c'est important de garder ses objectifs en tête et de garder sa direction, mais de ne pas le ressentir comme un effort. Moi je trouve que dans la persévérance, on a trop cette idée d'effort, d'arrache-pied, de bosser jusqu'à minuit. Et je pense vraiment qu'on a tout intérêt à remplacer la persévérance par la flexibilité, à se laisser guider par la vie, à être un véritable réceptacle, tout en gardant son objectif en tête, ça n'empêche pas. Mais garder sa direction tout en étant très flexible face aux obstacles, face aux embûches. Au cours des épisodes également, je me rends compte qu'avec tous mes invités sur leur chemin, en fait, ils se sont fait aider. Et ça balaye la croyance qu'il faut se débrouiller seul et qu'on ne peut compter que sur soi-même. Alors encore une fois, les croyances, c'est pas ça ou ça, donc effectivement, parfois peut-être que dans la vie, on ne devra compter que sur soi-même, mais c'est pas global. Et ça, je m'en suis beaucoup rendu compte au cours de ma vie du fait d'accepter l'aide sans qu'on puisse retourner l'aide. Et ça, c'est très particulier dans cette situation. On nous donne de l'aide, mais nous, on ne peut pas immédiatement donner un retour. Ou alors pas directement à cette personne. Et ça, en fait, je pense que la source première du fait qu'on n'arrive pas à se faire aider et qu'on ne laisse pas quelqu'un nous aider, c'est la croyance de la séparation, du fait qu'on se croit séparés des uns des autres, qu'on se croit séparés de la nature, des êtres vivants, etc. Je pense qu'il y a vraiment cette notion, quand on se croit séparés, forcément on va se dire qu'on ne peut compter que sur soi-même. Mais en fait, on est tous reliés. Et si quelqu'un m'aide, moi je vais peut-être pas aider cette personne en retour de suite. Par contre, je vais peut-être aider une autre personne sans que cette personne me donne un retour. En fait, le retour, il est jamais immédiat et il est souvent
pas toujours avec les personnes concernées directement. Mais si on part du principe qu'on est tous reliés, on fait un réel échange. C'est juste qu'on le voit pas tout de suite. Donc voilà, j'ai pas mal remis en question cette croyance qu'il faut se débrouiller seul, qu'il faut tout faire tout seul. Non, il faut accepter l'aide, on est interdépendants. Et c'est ok que quelqu'un nous paye des trucs quand on n'a pas les moyens. C'est ok que quelqu'un nous héberge, nous nourrisse quand on est en situation, je sais pas, de détresse, d'hébergement, que ce soit en voyage ou dans d'autres circonstances. Le 3e épisode avec Habib Dembélé a remis en question pas mal de choses par rapport à la famille. Lorsqu'on n'a pas spécialement eu une enfance très stable, avec des parents présents physiquement ou psychiquement, on a tendance à croire que la famille est forcément vectrice de croyances limitantes et de casseroles plus ou moins lourdes, et uniquement vectrice de ça, alors qu'elle a aussi son lot de croyances positives qui nous permettent d'évoluer. Et notamment, comme dit Nicole Prieur dans le dernier épisode, le parent donne sans compter alors que l'enfant compte ce qu'il a reçu. Et c'est vraiment ça en fait. Alors je parle pas évidemment des familles maltraitantes qui ont abandonné leur enfant, qui se sont retrouvés sans parents, évidemment. Mais je parle des familles avec qui ça n'a pas toujours été stable, mais qui ont quand même apporté son lot de positivité. Et c'est hyper important de le reconnaître. J'ai également beaucoup remis en question la croyance que le monde extérieur reflète notre monde intérieur. Parce que le monde extérieur, qu'est-ce qu'on appelle le monde extérieur ? Le monde extérieur, il est très vaste quand même. Et il y a beaucoup de violence, et puis il y a des guerres, et puis il y a vraiment plein de choses qui sont pas du tout en accord avec notre propre vibration. Ce qu'on appelle le monde extérieur, pour moi, c'est trop vaste. C'est-à-dire que non, je ne suis pas responsable de tout ce que je vois à la télé, de toutes les atrocités qui peuvent se passer sur Terre, de toutes les émotions désagréables des personnes qui vont me transmettre leur agressivité ou leur méchanceté sans réflexion. Non, ça ne reflète pas forcément mon intériorité. Cela dit, la vie qu'on se crée, oui, la vie qu'on se crée, elle reflète notre intériorité, en effet, mais pas le monde extérieur. Notre vie personnelle, oui, le chemin qu'on va accomplir, effectivement, ça répond directement à ce qu'on a à l'intérieur de soi. Je trouve que le monde extérieur, ça a une notion un peu trop culpabilisante et c'est important de se dire que non, en fait, je ne suis pas responsable de tous les malheurs du monde. Avec Stéphane Alix, on remet pas mal en question. Alors ça, c'est déjà une certitude que j'avais. Là, c'est même pas une croyance que j'ai, c'est vraiment une certitude du fait qu'il faille se séparer de son ego. L'ego a aussi besoin d'être réparé. Il a aussi besoin qu'on lui jette des fleurs, parce qu'il est là. Il est là, et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens confondent ego et orgueil. L'orgueil, déjà, il y a une notion de se comparer aux autres et de se sentir au-dessus des autres. Alors que l'ego, c'est pas ça. L'ego, c'est simplement l'identification à une incarnation terrestre. Je m'appelle Anaïs, je suis podcasteuse, ça c'est du domaine de l'ego. L'ego a ses failles psychiques, il est plein de concepts, il est plein de blessures aussi, et il a tout intérêt à être mis en lumière et à ce qu'on en prenne soin. Parce que comme dit Stéphane dans l'épisode, il y a énormément de personnalités qui ont fait un chemin spirituel très fort, très exigeant et très droit, mais qui arrivent au bout de 20 ans et puis qui deviennent des prédateurs sexuels. Parce que justement, ils ne sont pas allés chercher à l'intérieur de leur ego. L'ego, elle nous permet vraiment de voyager sur cette terre, en fait. Elle nous permet de nous incarner. Et je suis convaincue que l'ego, en fait, c'est l'application du dessin de l'âme dans la matière. Et donc on en a terriblement besoin. Si on le voit comme ça, on peut rien faire sans lui. De toute façon, sans ego, on meurt en fait. L'ego, il est là vraiment pour nous protéger et donc c'est hyper important d'en prendre soin. Quand on dit ego surdimensionné, en fait c'est peut-être de l'orgueil. Mais l'orgueil, de toute façon, ça cache toujours une insécurité. Quelqu'un qui veut se mettre au-dessus des autres, c'est quelqu'un qui n'est pas persuadé de sa propre valeur. Et donc, il va faire semblant. Voilà, je fais comme si j'étais quelqu'un de valeureux pour m'en persuader.
L'épisode avec Laurence Delabaume remet en question le cœur, l'organe du cœur, et du fait qu'il a une place primordiale dans la gestion des émotions. Donc déjà, le cœur, il capte 5 secondes avant le cerveau une situation agréable ou désagréable. Et tous nos cœurs, en fait, sont reliés. Tous nos battements de cœur sont reliés. Et notre cœur est aussi relié au champ électromagnétique de la Terre. Et c'est pas pour rien qu'on dit que voilà, le cœur, c'est l'organe de l'amour. C'est vraiment véridique, en fait. Tout part du cœur, parce que tout part de l'amour. Et ça, c'est un épisode plutôt scientifique, mais qui est vraiment extraordinaire. Je vous invite vraiment à le réécouter. Et c'est le premier organe qui se forme, notamment dans le ventre de la mère. Donc vraiment, moi, ça m'a vraiment redonné de l'espoir, justement, sur toutes les croyances autour du cœur, qui disent loin des yeux, loin du cœur, ou le cœur a ses raisons que la raison ignore. Tout ça, c'est faux et archi faux, en fait. Au contraire, la raison, c'est tout du cœur, hein. Même le cœur, c'est bien avant la raison ce qui se passe. Donc vraiment, il y a cette notion de revenir au cœur et laisser son cœur parler. C'est pas juste une image qu'on donne au sens figuré. Il y a vraiment quelque chose de physiologique et de biologique, puisque le cœur, on l'a montré scientifiquement, est le pont entre le champ quantique de l'univers et la matière. En fait, le monde de l'invisible, il passe par le cœur. Bon, et aussi par d'autres organes. Après, il y a évidemment le ventre. Le ventre, c'est notamment l'endroit des grandes prêtresses, des grands chamans. C'est avec le ventre qu'ils vont ressentir et canaliser les énergies. Mais le cœur est hyper important dans toute notre construction de vie. Et vraiment, je vous invite à le réécouter parce que c'est un épisode qui m'a donné vraiment beaucoup d'espoir personnellement. Ça, c'est plus une réflexion personnelle que j'ai, mais je me rends compte du fait de voyager. À chaque fois que je reviens en France, effectivement, je me rends compte que les Français se plaignent beaucoup. Mais en fait, la plainte, c'est pas tant le fait de râler parce qu'on n'est pas entendu. En fait, j'ai fait le lien entre deux croyances. Les Français qui râlent, on pourrait penser qu'ils sont insatisfaits de leur vie alors qu'ils ont tout. Et en fait, je viens ajouter une croyance. J'ai plutôt l'impression que c'est pour qu'on s'occupe d'eux, en fait. Quelqu'un qui va se plaindre, c'est une manière qu'on s'occupe de lui. Un bébé qui pleure, c'est pour qu'on s'occupe de lui, en fait. Et comme en France, on a beaucoup cette croyance, justement, qu'il faut se débrouiller seul dans la vie et compter que sur soi-même, et ben ça mène à de la plainte. Et donc, à la recherche d'une aide et que, inconsciemment, que quelqu'un s'occupe de nous, en fait. Et ça, je m'en suis vraiment aperçue. À chaque fois que je reviens de France, je m'en aperçois parce que dans d'autres pays, on accepte beaucoup plus facilement l'aide venant des autres. Donc voilà, je remets pas mal cette croyance en question du fait que les Français sont râleurs, ils sont insatisfaits. Pas forcément en fait. C'est pas qu'ils sont insatisfaits, c'est que on leur apprend tellement à compter que sur eux-mêmes et à être dans cet esprit de compétition que ils vont se plaindre pour qu'on s'occupe d'eux, parce qu'ils se sentent pas assez soutenus, en fait, dans leur cheminement. Donc voilà, après ça peut être ça, ou aussi l'insatisfaction, hein, ça peut être les deux. Encore une fois, toutes les croyances sont bonnes à prendre. Et j'aimerais terminer par une croyance qui m'a particulièrement fait avancer depuis quelques semaines, en fait c'est très récent, et c'est depuis l'interview avec Caroline Sangès, et depuis que je connais personnellement Caroline aussi, parce que c'est des sujets qu'on aborde toutes les deux ensemble, de manière intime et profonde. C'est la croyance autour du pouvoir sexuel féminin. Avant, j'en avais souvent assez honte, et j'avais du mal à accepter en fait cette attractivité, ma beauté. J'avais toujours l'impression d'être une enchanteresse, une sirène qui va manger les hommes. C'est un peu l'image qu'on nous donne en fait. Et donc je ne voulais pas m'en servir et je voulais pas rentrer dans ces séductions. Et j'ai souvent été gênée en fait de ce pouvoir. Et j'ai souvent eu peur de sa puissance. Peur qu'on s'intéresse à moi juste parce que je suis belle ou que je dépose des phéromones. Et en fait, le travail avec Caroline m'a montré qu'on pouvait le transformer en pouvoir global, en action créatrice et en capacité à faire du réseau et à lier les personnes entre elles. Et ça, c'est hyper important. En fait, c'est quoi l'énergie sexuelle ?
c'est la pulsion de vie. Et le fait de transformer en fait ce pouvoir sexuel en pouvoir de vie, ça change tout. Et ça enlève totalement cette notion du pouvoir sexuel féminin dangereux, dont on a honte parfois en tant que femme. Et vraiment, ça change tout. Et ça permet, au contraire, de l'utiliser à bon escient. Et c'est vraiment l'élan libidinal de vie, en fait. Il n'est pas que dans la sexualité. La libido, c'est pas que la sexualité, c'est dans la vie, c'est pour la création de projets. C'est pas pour rien qu'on a un utérus creux, c'est vraiment pour accueillir, créer un projet. Et donc aujourd'hui, j'arrive plus facilement à intégrer un compliment, à dire merci, même si c'est parfois encore difficile, sur ma beauté physique. Parce que c'est pas juste j'utilise ma séduction pour déposer des phéromones et pour attirer les hommes et pour avoir une relation sexuelle. Non, c'est vraiment je crée du réseau pour un projet altruiste, bienveillant, important. Et c'est vraiment de changer de fréquence en fait et d'accepter ce pouvoir attractif. Vous connaissez peut-être Chloé Bloom, que j'écoute beaucoup depuis un petit moment. Et il y avait des parts d'elle qui me gênaient parce que j'avais l'impression que elle se mettait trop en avant en fait et elle ne montrait qu'elle. Et j'avais l'impression qu'il y avait un aspect très commercial en fait du bien-être dans sa manière d'aborder les choses et que ça manquait un petit peu de spontanéité. Puis en fait, au plus ça allait, au plus je me suis rendu compte que ce qui me dérangeait peut-être, c'est que moi-même, je m'autorisais pas cette brillance. Que moi-même, je m'autorisais pas à être belle comme elle le fait, comme elle se montre. Et que c'est pour ça que j'étais dérangée en fait par ça. Et donc voilà, j'essaye vraiment de modifier cette perception et cette attractivité du pouvoir sexuel féminin et de le transformer en pouvoir global, en action créatrice. Et ça, je pense que ça peut vraiment donner de l'inspiration à toutes les femmes qui ressentent ça, parce qu'on est beaucoup à ressentir ça et à avoir peur de ce pouvoir sexuel. Voilà, c'est vraiment pour redonner du sens à ce pouvoir-là qui a été bafoué pendant des millénaires. Et on se doit de le reprendre en main et de le rediriger vers ce qui nous fait envie, vers ce qui résonne en nous et ce vers quoi notre âme appelle. Voilà, donc je vous remercie infiniment les destins flottants de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me partager vos avis et aussi vous les croyances qui vous ont marqué au cours des épisodes. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Les destins flottants pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous afin de retrouver le prochain épisode. À bientôt!